Nous sommes autour du 20 août 1940, c'est-à-dire au cœur de la bataille d'Angleterre. Le 13, Göring a lancé Adlertage, le jour de l'aigle, c'est-à-dire qu'il a dit à Hitler autour de lui que s'il avait 4 jours de beau temps, il chargerait de régler son compte aux Anglais. Et comme on va voir de façon assez surprenante, les Allemands ne mettent pas tellement en valeur cet événement ou cette action décisive. Pour commenter ces actualités, allemandes d'abord, anglaises, ensuite, nous sommes avec James Steele, qui est professeur à Glasgow, et qui s'est intéressé en particulier à la psychologie des Anglais devant le phénomène totalitaire, et en particulier comment ils ont réagi devant le nazisme. Mais on va d'abord voir les actualités allemandes. Besonders bekämpft werden. Ja, wenn wir aber nun im Luftschutzraum sitzen, wie merkt man dann, dass es hier oben brennt? Ja. In einem kleineren Haus hört man ja den Einschlag. Und bei einem größeren Haus muss eben der Luftschutzwart oder einer, den er dafür bestimmt, nach jeder Angriffswelle Kontrollgänge durch das Haus machen. Ja, und ist nun wirklich was passiert? Was dann? Ja. Dann heißt es, alle Mann ran, energisch zupacken und helfen. Verzeihung, Augenblick, ja. Also mit dem Eimer Wasser, der kleinen Spritze, und dem paar Sächelchen sollen wir eine Brandbombe löschen? Selbstverständlich. Mit solchem kleinen Löschgerät löscht ja auch die Feuerwehr einen großen Teil der Brände. Das Entscheidende ist, je schneller man eingreift, desto sicherer der Erfolg. Ja, kann uns denn beim Löschen nichts passieren? Ja, eben. So eine Brandbombe kann doch explodieren. Ja. Eine Brandbombe explodiert überhaupt nicht. Wenn es so zischt und sprüht, ist das ungefährlich und soll nur einschüchtern. Tja, aber mit was löscht man denn nun eigentlich so eine Bombe am besten? Mit Wasser oder mit Sand? Ich würde die Brandbombe mit Sand ersticken. Kann man machen. Dazu haben wir ja hier den Sand. Wenn das Feuer aber sich rasch auszubreiten droht, ist Wasser immer am wirksamsten. Wie bei der Feuerwehr, nicht wahr? Ja, aber nicht mit dem vollen Strahl die Bombe treffen. Sonst gibt es feurige Spritzer. Sondern sprühen, wie beim Gartenspringen. Ja, aber es kann doch möglich sein, dass die Flammen schon an die Decke schlagen. So weit darf es jetzt gar nicht kommen. Deswegen soll ja so schnell wie möglich eingegriffen werden. Im Übrigen wird das Feuer genauso bekämpft wie jeder andere Brand. Ja, ja, ich weiß schon. Also wenn wir sagen, zum Beispiel unser Boden brennt hier, nicht wahr? Kommt man die Treppen raufgerast, reißt den Boden hier auf und dann rennen wir der Spitze, nicht so? Das wäre ganz falsch. Gestatten Sie mal. Augenblick mal. Es könnte ja eine Stichflamme entstehen. Damit man von der nicht getroffen wird, muss man die Tür langsam so öffnen. Und dann in der Deckung an die Brandbombe herangehen und aus der Deckung spritzen. Kann aber doch sein, dass alles verqualmt ist. Dann sieht man ja gar nicht, wohin man spritzen soll. Ja, eben. Bei Qualm muss man wegen der Rauchvergiftung vorsichtig sein. Da muss man sich schon auf die Erde bemühen und mit dem Gesicht möglichst dicht am Boden hereinkriechen und mit der Spritze an den Brandherd heranpirschen. Wer eine Gasmaske hat, setzt sie dabei auf. Warum denn kriechen? Weil der Qualm immer nach oben zieht und unten am Fußboden noch am meisten brauchbare Luft ist. Ja, kann denn solch eine Bombe nicht auch in die Wohnung einschlagen? Das kann auch vorkommen. Die Bekämpfung bleibt natürlich die gleiche. Wenn ich recht verstanden habe, besteht doch absolut die Möglichkeit, dass dieses Löschen auch während eines Fliegerangriffs stattfindet. Ganz richtig. Unter Umständen dauert der Luftangriff stundenlang. So lange kann mit dem Löschen nicht gewartet werden. Sonst brennt das ganze Haus herunter. Und wenn nun die Flieger aber gleich wiederkommen? Einer von uns muss eben aufpassen. Dann heißt aber volle Deckung nehmen. Ja. Es kommt eben immer darauf an, überlegt und schnell zu handeln. Dazu gehört auch, dass jedes einzelne Gerät an Ort und Stelle steht. Nämlich die Luftschutzhandspritze und die Luftschutzhausapotheke im Luftschutzraum. Dagegen Leine, Feuerpatschen, Einreißhaken, Spaten,
Beil, Sandkiste, Wassereimer und Leiter im Treppenhaus verteilt. In erster Linie jedoch vor dem Eingang zum Dachboden auf dem obersten Treppenabsatz. Jeder von uns muss sich seiner Verantwortung bewusst sein. Denn eine auch noch so geringe Nachlässigkeit kann vielleicht einem anderen das Leben kosten. Jeder von uns muss der Kamerad des anderen sein. Alle müssen zupacken. Alle helfen. Voilà une scénette qui est très révélatrice quant au comportement des Allemands et quant à la psychologie des Allemands. Et elle est révélatrice à un double titre. D'une part, parce qu'elle nous montre comment les Allemands se sont organisés, méthodiquement, et aussi parce que nous avons vu, il y a environ 2 mois, si je ne me trompe, une scène identique dans les actualités anglaises. Et alors, j'aimerais simplement commenter sur le fait que, face à un événement qui est semblable, c'est-à-dire que les 2 pays maintenant se préparent à la défense, donc c'est une scène qui est quelque peu prémonitoire. Est-ce que Hitler s'attend justement à des représailles de la part de l'Angleterre, parce qu'il a déjà prévu de bombarder l'Angleterre systématiquement? Et alors, ce que je trouve intéressant, c'est que les 2 scénettes, tant dans les actualités anglaises que dans les actualités allemandes, reflètent un petit peu le cinéma de l'Angleterre, le cinéma de l'Allemagne. Ici, on a vraiment l'impression d'un cinéma qui relève du cinéma expressionniste allemand. L'ambiance est lugubre, elle est sombre. Et également au niveau de la psychologie du comportement, alors que les Anglais suggéreraient que l'on pouvait s'aider, que l'on pouvait s'entraider, que l'on pouvait peut-être mettre son argent en commun pour acheter une pompe entre 2, 3 voisins, ici, il s'agit toujours d'ordre. Il faut s'aider, il faut s'entraider, c'est une question de devoir. Donc je trouve que c'est très symptomatique du comportement allemand. Et je crois que dans un premier temps, c'est ce qui explique la supériorité de l'Allemagne. C'est qu'il était l'Allemand était beaucoup plus organisé, beaucoup plus méthodique, beaucoup plus discipliné. Mais à long terme, je ne me demande pas si le comportement anglais est peut-être plus valable. In Wangen im Allgäu trugen Deutschland, Italien, Jugoslawien und Ungarn einen internationalen Radländerkampf aus. Es ging über rund 100 Kilometer, die in 60 Runden zu bewältigen waren. Die fahrbare Anzeigetafel gibt den jeweiligen Stand des Rennens an. Sieger dieses Wettbewerbes wurde Deutschland vor Ungarn. In der Einzelbewertung siegte der Italiener Gino Fondi. Auf dem Starnberger See wurden die neuen Kanumeister festgestellt. Auch hier gab es spannende Kämpfe. Sie waren wiederum ein Beweis für die Kraft des deutschen Sportes, der trotz des Krieges nichts von seiner hohen Leistungsfähigkeit verloren hat. Die 28. Deutsche Ostmesse in Königsberg wurde zu einem gewaltigen Erfolg der deutschen Ostraumwirtschaft. Reichswirtschaftsminister Funk, der in diesen Tagen seinen 50. Geburtstag beging. Er eröffnete die Messe mit dem Hinweis, dass Deutschlands Wirtschaft für Krieg und Frieden wohlgerüstet dastehe. Mehr als 2000 Aussteller boten ihre Ware an. Mit 363.000 Gästen lag die Besucherzahl um rund 70% über der des Vorjahres. Das Ausland war besonders zahlreich vertreten.
Deutschlands Versorgung mit Düngemitteln ist durch die Großtaten unserer Chemiker gesichert. In diesem gigantischen Werk werden Düngemittel auf künstlichem Wege hergestellt. Kohle wird eingefahren und mit Wasser und Luft vergast. Das Gas wird auf ca. 200 Atmosphären komprimiert und so weit gereinigt, dass nur Wasserstoff und Stickstoff übrig bleiben, die in Hochdrucköfen zu Ammoniak verbunden werden. Durch weitere chemische Prozesse gewinnt man schließlich eine Salzlösung. Diese wird verdampft, wie hier ein Blick durch das Schauglas zeigt. Das Salz kristallisiert und wird in riesige Lagerhäuser geschleudert. Bagger heben die Salzmengen, die sich 40 Meter hoch türmen, wieder empor und transportieren sie zu einem Sackkarussell, von dem der Dünger in die Eisenbahnzüge zum Abtransport gelangt. Nach den großen Schlachten im Westen werden nun die unzähligen Fahrzeuge, die an den Fluchtwegen des Gegners liegen blieben, auf großen Autofriedhöfen gesammelt und ausgeschlachtet. Die Kette der Autowracks reißt nicht ab. Allein auf diesem Platz kommen täglich 100 Wagen zur Verarbeitung. Ein Motor wird vom Chassis gehoben. Die Schrottmengen türmen sich zu hohen Bergen. Die Gummireifen werden besonders gestapelt. Die KdF-Wehrmachtsbetreuung führte unsere Soldaten durch eine Reihe großer Rüstungswerke. Jetzt erwiderten die Rüstungsarbeiter diesen Besuch. Bei einer Flakbatterie sehen Sie die von ihnen geschmiedeten Waffen in voller Tätigkeit. Sie sehen hier ein Flakgeschütz von besonders schwerem Kaliber. Das Rohr ist über 6,5 Meter lang, um die hohe Anfangsgeschwindigkeit zu erzielen, die wir beim Schuss auf Flugziele brauchen. Dieses Geschütz wird vom Kommandogerät aus durch elektrische Lastübertragung an diesen Empfängern gesteuert. Da das Kommandogerät und alle 4 Geschütze parallel gestellt sind, schießen sämtliche 4 Geschütze auf den vom Kommandogerät befohlenen Punkt. Nach der letzten zusammenfassenden Meldung des Oberkommandos der Wehrmacht hat die Flak seit Kriegsbeginn 1500 feindliche Maschinen abgeschossen. Daneben bestand ihre Hauptwirkung darin, die feindlichen Maschinen durch ihr Abwehrfeuer daran zu hindern, über den lebenswichtigen Zentren des Reiches gezielte Bombenabwürfe durchzuführen. Auch im besetzten Gebiet haben unsere Soldaten genau wie in ihren Heimatstandorten ihren täglichen Dienstplan zu erfüllen. Hier eine Reinigungsstunde.
Flak-Sicherung gegen Tiefangriffe an der Küste. Auch in der Freizeit wird der Körper gestählt. Lossackübung einmal außerdienstlich. Generalfeldmarschall von Brauchitsch, der Oberbefehlshaber des Heeres, besuchte verwundete Soldaten. Er bringt ihnen den Dank des Führers und den Gruß der Kameraden. Der Führer überreichte in der Reichskanzlei den neu ernannten Generalfeldmarschällen die Marschallstäbe. Der Stab des Reichsmarschalls Hermann Göring. Mit dieser Ehrung würdigte der Führer zugleich die Leistungen aller deutschen Soldaten, die sich in den großen Schlachten in Polen, in Norwegen und an der Westfront als die besten der Welt erwiesen haben. Eine Studienkommission der deutschen Wehrmacht besichtigte eine Reihe moderner Pioniergeräte des italienischen Heeres. Eine Verladerampe für Kraftwagen. Ein Panzerkampfwagen legt eine Behelfsbrücke über besonders tiefe Flussstellen. An seichteren Stellen geht es auch ohne Brücke. Ein italienisches U-Boot kehrt nach erfolgreicher Feindfahrt in seinen Heimathafen zurück. Beifall für den Sieger, der unter anderem ein englisches U-Boot und einen englischen Zerstörer versenkte. Jeder Knoten ein versenktes Schiff. Die siegreiche Offensive der italienischen Truppen in Britisch-Somali wurde durch Großangriffe der italienischen Luftwaffe eröffnet.
Seeflugzeuge starten, um Einheiten der englischen Flotte vor der Somaliküste anzugreifen. Schweres Flakfeuer, aber unbeirrt führen die Piloten ihre Aufgabe durch. Bombe auf Bombe prasselt auf den Feind nieder. Zur gleichen Stunde waren englische Truppenlager und Flakstellungen im Inneren des Landes das Ziel italienischer Bombengeschwader. Unter der Einwirkung dieser Offensive haben die Engländer, wie das amtliche Reuterbüro meldete, Britisch-Somaliland mit großem Erfolg geräumt. Die deutsche Fernartillerie rüstet sich zu neuen Aufgaben. In Polen und auf dem westlichen Kriegsschauplatz hat die deutsche Fernartillerie die ihr von der Führung gestellten Kampfaufträge eindeutig erfüllt und steht nun bereit für den letzten entscheidenden Einsatz.
Ein deutsches Kampfgeschwader macht sich bereit zum Feindflug gegen England. Kampfmaschinen rollen an den Start. Start frei. Die deutsche Luftwaffe eröffnet den Entscheidungskampf gegen England. In massiertem Angriff werden Häfen, Befestigungen, Industriewerke und Flugplätze mit einem wahren Bombenhagel belegt. Vom 11. bis 18. August wurden 816 feindliche Flugzeuge und 118 Sperrballone abgeschossen. Die englische Küste. Sie ist umsäumt von einem einzigen Schiffsfriedhof. Von deutschen Stukas angegriffene und völlig ausgebrannte Öltanks. Unter uns die Insel Wight, das starke Bollwerk für Southampton, Portsmouth und Newport. Bomben regnen vom Himmel. Angesichts der völkerrechtswidrigen Seekriegsführung Englands erklärte die deutsche Reichsregierung am 17. August die totale Blockade gegen England. Kriegsmarine und Luftwaffe werden sie rücksichtslos durchführen. Nicht mehr Deutschland ist heute die belagerte Festung, sondern England. Oui, les 4 jours sont passés et il ne s'est rien passé. Et ce qui est d'étonnant, c'est que ces attaques allemandes sur l'Angleterre, qu'on vient de voir plus ou moins, elles sont montrées de façon ordinaire, comme il y a un mois, j'allais dire, comme il y a 15 jours, comme il y a 2 mois. La spécificité de l'Adlertag, que vraiment c'est le grand coup qu'on compte donner, n'est pas montrée, et pour cause. Bon, il y a une bonne raison à cela, c'est que d'une part, par exemple, dans les actualités allemandes, on nous dit bien que les objectifs sont précis, c'est-à-dire les ports, les usines et les aérodromes. Et alors, il y a quelque chose qui est frappant, c'est qu'en fait, les bombardements n'ont pas du tout ralenti, ou presque pas ralenti, la production, surtout la production des avions britanniques. Par exemple, j'ai un chiffre en tête, c'est qu'entre juin et septembre, la production des avions en Grande-Bretagne n'a diminué que de 5%.
Vous me direz 5%, c'est peut-être important, mais ça représente peut-être 30 ou 40 avions de perdus. Donc les objectifs allemands, qui étaient prioritairement arrêter ou, disons, gêner l'industrie britannique, ont échoué. Il y a un autre élément dont il faut parler, je crois, au niveau des informations, c'est que l'Allemagne se trouve entre deux chaises, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que d'une part, il faut poursuivre l'effort offensif contre la Grande-Bretagne, mais qui est d'une autre nature que l'effort offensif à l'ouest, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de l'armée. Alors il faut occuper un petit peu l'armée. On se rend compte, par exemple, qu'on ne peut pas passer son temps en tant que soldat allemand à cirer ses bottes et à réparer ses chemises. Donc il faut qu'il s'occupe. Et alors on est dans une phase de reconstruction. Et là, les Allemands n'ont pas forcément le sens du ridicule, mais je crois à 50 ans de recul, on se rend compte de l'absurdité de la guerre, car les Allemands reconstruisent ce qu'ils ont démoli. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'ils doivent encore jouer la carte de la séduction. On est viril, agressif contre l'Angleterre, mais on est séduisant envers le reste de l'Europe. Et c'est pour ça que l'on insiste sur le fait que l'économie est également une économie de paix. Il y a aussi une troisième contradiction, c'est qu'alors qu'ils annoncent cette offensive fulgurante par la masse des avions qui montrent, ils commencent à faire un petit documentaire, comment se défendre. Ce qui est quand même une contradiction, j'allais dire, majeure. Et il parle également, par exemple, de l'Angleterre en tant qu'une forteresse. Oui. Et c'est un aveu. Oui, mais nous savons, nous savons parce qu'on a le recul de l'histoire et puis qu'on a eu les archives, nous savons que déjà l'idée, c'est d'aller ailleurs, contre les Russes. Tout à fait. Ce qui explique aussi que dans les images ne montrent pas uniquement la bataille d'Angleterre. On va voir comment les Anglais présentent tout ça maintenant. An interlude before the call to action. And here it is. The geese want to do their bit too. Perhaps they think it's Michaelmas already. Anyway, German parachutists are supposed to have landed a little way off, and the troops are on their way to mop them up, as they will do if and when the real thing happens. Bren gun carriers are already on their way. These are followed by troops newly equipped with bicycles. And, would you believe it, the cyclists are none other than the famous Black Watch. They've had first-hand experience of paratroop tactics in Belgium and know how to deal with them. We are now near the point at which the supposed Nazi parachutists have been reported. So the troops, without waiting to polish buttons or clean boots, set out on foot to their mopping up practice. The Jerrys are across the railway. Banking on the 8:15 being late as usual, the troops cross the line without using the footbridge. And here, sure enough, are the fake Germans. They're really self-respecting British Tommies, but someone had to play the part of the Nazis for these exercises. I think they should be let off fatigues for a month as compensation for the indignity. The suggestion of cold British steel has its effect. Hands go up to the accompaniment of guttural "camarades," all in the correct tradition. And then, of course, the Jerrys get their marching orders, and our fellows make sure that the orders are obeyed promptly. A bayonet does help when you're giving orders. Meet Flash Williams and his suicide squad before they all but break their necks. Daredevil stunts like these earn them a lot of money in America. The motorbike jump is just nothing at all compared with the spectacular car cocktail. Now a practical joke to play on the car park attendant. He'll love it. Try it again, Flash. That's my car in front. Was. The Royal Air Force form a guard of honor when Prince Bernhard of the Netherlands visits the Royal Netherlands Air Force at its base somewhere in Britain.
Besides fighter pilots and crews, he meets also many of the men in the Dutch Naval Air Service who are actively engaged with the British Coastal Command. Among these is Pilot Sergeant Daniels, whom he decorates for bravery. Attacked by 9 Heinkels, Pilot Daniels brought down one with a single gun of a training plane. Dutch courage means something quite different now. Another installment of the greatest aerial story of all time. A story of continued heroism of our marvelous Air Force and its partners in determination, the men of the anti-aircraft batteries. Hitler promised to come to Britain in mid-August, but on second thoughts decided to send 1,000 or so airplanes instead. And what a warm welcome they received. British losses, excluding a few balloons, by comparison, still maintain the 5-to-1 ratio in our favor. Nazi dive bomber versus unarmed lightship. How the Hun must be gloating. Lightship, balloon barrage, if only with there were a hospital ship about. But the despicable coward is given no further time for reverie. Retribution comes from out of the blue, and down he goes to join the hundreds who have paid the price of them. And the Battle of Britain is being fought out in British skies with increasing intensity. The fiercest aerial battles in history have resulted in Hitler's vaunted Air Force receiving the soundest thrashing it has ever had. Hundreds of miles of countryside are littered with the smashed and burnt-out planes of Nazi Germany. Never before has the screen shown such wholesale destruction of an aerial armada, bearing witness to the righteous indignation and fury of our airmen and gunners at the pollution of our skies and the dastardly attacks on British homes. Wherever the foul sign of the swastika casts its evil shadow, there will we strike hard in the sacred cause of freedom. From the American liner Excalibur to the steps of the Royal Bermuda Yacht Club landing come the Duke and Duchess of Windsor on a visit to Government House, Hamilton. The Duke is on his way to take up his post as Governor and Commander-in-Chief of the Bahamas. At the end of a conference held in the sitting room of Government House, the Duke and Duchess take a stroll in the magnificent grounds and are interviewed by a large body of newspapermen. Looking remarkably well, the Duke and Duchess assured questioners of their plan to visit the United States in the not-so-distant future. The Bahamas' new governor, although widely traveled, has not previously visited the islands he is to govern. Bon, là, il faut dire un mot sur ce petit sujet, parce que les actualités anglaises, c'est, comme souvent les actualités de tous les temps, elles ne disent rien. Absolument. Elles ne disent rien. Alors, d'abord, il y a ce que tout le monde sait à l'époque. Donc, le duc de Windsor, il a préféré l'amour d'une femme à son trône. Et ça a beaucoup divisé les Anglais. Bon, ça c'est le premier point. Il n'y a pas besoin de le dire, puisque tout le monde le sait en Angleterre. Mais il y a un deuxième point qu'on sait aussi, mais qu'on n'évoque pas, et on pourrait, c'est que le duc de Windsor était, disons, fasciné par le nazisme, et par les idées nazies et fascistes. Et bien sûr, dans un moment aussi tragique que les années 38-40, ça intervient. Il a participé à des négociations, plus ou moins. C'est assez trouble et désagréable. Et cette nomination aux Bermudes, au fond, c'est une décision prise par Churchill pour tirer un trait, passer l'éponge, unifier tous les Anglais, ceux qui avaient été, sinon pro-nazis, au moins pacifistes ou pacifiques, et pour dire, voyez, maintenant, on est tous d'accord, on est tous unis, et le duc, on lui donne une fonction officielle. Alors évidemment, c'est une petite fonction, les Bermudes, plus petit, c'est difficile, mais c'est pas loin des États-Unis, donc là-bas aussi, il sera sous surveillance, puisque les Américains sont très antifascistes à cette époque. C'est à la fois un exil, mais en même temps, c'est l'intégrer dans l'effort commun de voilà, guerre. c'est vraiment l'union nationale. Tout à fait. Into the harbor of Rio de Janeiro limps the Alcantara,
She is a merchantman converted into an auxiliary cruiser and today bears honorable scars. Alcantara was attacked in South American waters by a Nazi sea raider well within the Western Hemisphere neutrality belt. She put up a grand fight, but an unlucky shot crippled her engines. Her attacker fled and Alcantara couldn't pursue her, which was just too bad. Her crew are glad of a spell ashore, but they'll soon be on the job again, and meantime we wish them all jolly good health. When Mr. Stanley Bruce visits the men of the 2nd AIF, the diggers live up to their name as they make their High Commissioner feel quite at home at their station in the south of England. After passing his cigarette case around among the boys, and after getting it back, Mr. Bruce voiced the opinion of us all by saying how glad we are to have them in England. Later, Mr. Bruce had a word of cheer for several of the lads who are temporarily off the active list. There's no truth in the report that he ate their grapes. Public and secondary schoolboys who have given up their holidays to help bring in the harvest are visited by the King, who makes a point of seeing the lads who are helping Dorset farmers in this vital job on the home front. An occasion like this calls for celebration, so they join His Majesty in drinking to a speedy victory. A barricade bars the way to a phony Nazi tank all dolled up for the benefit of Home Guardsmen, armed with highly volatile Molotov cocktails. As the driver scarpers out of the way, cocktails are served with plenty of gusto. Somebody painted the swastika the other way round, but what does it matter? By the time we've finished with Old Nasty, it won't mean a darn thing anyway. First interstate rugby league match of the season. The Light Blues of New South Wales meet the red-jerseyed Queenslanders on Sydney Cricket Ground. And from the kick-off, these old rivals of the football field swing into speedy action. Denton, flashing New South Wales winger. He flies for the line. Pardon me, you heard me. Pardon me. Denton plays the ball to forward Joe Pearce. He gives it to half-back Thompson. Three-quarter Quinlan. On to Phelps, the champagne of football. Now Queensland's bubbling over. Red right to the line. What a tackle. On Queensland sweeps. Half-back Rory goes hard to the corner. Creases over and try. New South Wales comes storming back. Watch for Stewart, sprint start. There he goes, streaking for a try in a magnificent burst of speed. Outpaces them all. He's over. Now for a dashing try to the Blues. Steer has it, on to Norval, who runs like a three-quarter, kicks infield to Denton. And the New South Wales flying machine hits top gear in a thrilling dash through the defenders. He scores right between the posts. New South Wales goes on to a crushing victory. A early forward Steer smashes through. And the Blue Pack roll on like a tank ball, with weight, speed and strength to a try that makes the Queenslanders go as red as their jerseys. The Home Guard claimed their first victim with the shooting down of a Dornier by concerted rifle fire. 180 rounds rapid fire brought the dive bomber crashing to destruction. The officer commanding the successful battalion congratulates his men. I'm very proud to be the commander of this battalion, being the first of the Home Guard to bring down an enemy machine in the defense of England. Now a well-earned tribute to the men of the anti-aircraft defenses who daily win glory in the protection of our land. The boys of the RAF would be first to acclaim the work of our gunners, whose splendid marksmanship is increasingly proving so costly to the raiding Huns. Like a plague of locusts, the already shattered remnants of Hitler's bombers are driven off and pounded mercilessly by gunfire. The withering barrage is almost impossible to penetrate, the devastating shrapnel bursts forming a screen of death-dealing fire. Made in Germany, finished in Britain.
the invincible union of pilots and anti-aircraft defenses. One of the first ships lost by the Italians after their entry into the war was the Sistiana. Acting promptly, the South African government bagged her as she lay in Cape Town docks. The crew were marched off before they had time to scuttle her, and the only attempt at sabotage was by a member of the Italian crew who took a poke at Mussolini's picture. That ought to make old Codface mad. The Union flag is hoisted over the Italian flag. The Sistiana will do her job helping the Allies to beat Mussolini and his boss, and it'll be a long time before the Macaroni boys get her back. Mais les commentaires sont d'un humour peut-être douteux, mais qui est assez vivace et qui montre que les Anglais ne craignent pas ensuite de recevoir des coups s'ils font des plaisanteries de ce genre avec les Italiens ou avec les Allemands. Il n'y avait pas cet humour dans les actualités allemandes. Hein, non, alors absolument pas. D'ailleurs, je deviens de plus en plus convaincu que ce qui a permis aux Anglais, au peuple anglais de tenir, c'est-à-dire de ne pas perdre la guerre initialement, c'est l'arrogance et l'humour. Et ce que j'entends par arrogance, c'est la conviction fermement ancrée qu'ils ont raison, qu'ils font le bon combat, que Dieu est de leur côté. Quant à l'humour, on le voit. On le voit. Pour revenir alors à la bataille d'Angleterre, qui est quand même le centre des événements de cette semaine, d'abord, je voudrais rappeler quelque chose, c'est qu'en France, à l'époque, on n'a pas vraiment su qu'il y a eu une bataille d'Angleterre, ni de près ni de loin, je dirais. D'abord, on ne l'a pas su parce qu'elle n'a pas été identifiée comme telle. On savait bien que les Allemands voulaient attaquer l'Angleterre, qu'ils allaient peut-être débarquer, qu'ils n'ont pas débarqué, tout ça. Mais l'enveloppe chronologique de cette bataille n'a jamais été claire à l'époque. C'est après coup qu'on s'est aperçu qu'ils n'avaient pas débarqué, donc qu'ils avaient perdu une bataille, mais on ne savait pas vraiment sa figure. Ensuite, comme on l'a vu, les Allemands n'ont pas insisté sur la Dortag. Hein. Ils ont glissé, et pour cause, puisqu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils espéraient. Alors, en fait, la bataille est déjà passée par deux phases. La première phase, ce que les Allemands appelaient la bataille du Canal. Ils voulaient, au fond, contrôler tout ce qui est autour de l'Angleterre, l'île de Wight, détruire Douvres, détruire tout ce qui, pour, en quelque sorte, paralyser les ports au cas où il y aurait un débarquement. Bon, cette bataille, ils l'ont perdue globalement, mais ils ne l'ont pas totalement perdue, puisque l'île de Wight a été entièrement évacuée, paralysée. Les Allemands ne savaient pas qu'elle n'avait plus aucune défense, par exemple. Il y a eu des ports qui ont été... Mais ça n'a pas abouti à la défaite espérée. Et puis alors, Hitler s'imaginait que les Anglais allaient amener leur flotte dans le coin et que les avions allaient recommencer l'histoire de la Norvège. Mais les Anglais ont eu la mémoire, ils se sont rappelés la Norvège et Dunkerque, et ils n'ont pas regroupé leurs bateaux, si bien que cette bataille du Canal n'a pas eu lieu comme l'espéraient les Allemands. Et maintenant, c'est la grande bataille, qui est finie, en fait. Elle va continuer encore quelques semaines, mais les 4 jours sont passés. C'est ça, Et James Steele, tout à l'heure, je vous l'ai présenté comme quelqu'un qui s'intéresse à la psychologie des Anglais quand ils sont face aux idéologies totalitaires, au nazisme, et il l'a déjà montré. Mais il n'a pas voulu dire que c'est aussi un spécialiste d'histoire militaire, parce qu'il a une manière d'expliquer la victoire des Spitfire sur les Messerschmitt et les avions allemands, et il a une manière d'ajouter à ce qu'on sait sur le rôle des radars qu'en général, on ne sait pas. Expliquez-nous, expliquez-moi ça. Tout d'abord, je ne suis pas spécialiste militaire, mais c'est quelque chose qui m'a été rapporté par un spécialiste. Et c'est un détail technique intéressant, parce qu'on est toujours un petit peu obnubilé, ou on est convaincu de la supériorité technique du Spitfire. Et ce n'est pas le cas, parce que jusqu'en octobre 1940, les Spitfires étaient équipés d'un moteur avec un carburateur. Ce qui voulait dire que lorsque le Spitfire volait à l'horizontale, il ne pouvait pas piquer immédiatement. Autrement, il risquait de caler son moteur. Il était obligé de virer sur l'aile. Tandis que le Messerschmitt avait un moteur à injection, ce qui lui permettait de voler à l'horizontale. Et si, par exemple, il était poursuivi par un Spitfire, il pouvait piquer immédiatement. Alors, évidemment, les Allemands ont bientôt compris ce système. Ce qui fait que lorsqu'un Allemand était en train de suivre un Spitfire, il savait que soit le Spitfire allait virer à gauche ou à droite. Et il se retrouvait, si je puis utiliser l'analogie que j'ai utilisée il y a quelques semaines, il se retrouvait dans la position du joueur de football qui tire un penalty. Et le pilote du Spitfire était dans la position du gardien.
il fallait qu'il se décide. Je vire à gauche ou je vire à droite. Si l'Allemand avait deviné, il avait toutes les chances de se faire abattre. Et alors c'est pour ça que j'en reviens aux statistiques, parce que lorsqu'on dit par exemple que les Anglais abattaient beaucoup plus d'avions allemands, on oublie qu'en fait les Allemands avaient eu un succès considérable en ce qui concernait les chasseurs anglais. Il y a beaucoup de chasseurs anglais qui ont été abattus. Et là, ça a causé un problème énorme aux Britanniques, non pas au point de vue matériel, parce que curieusement, l'Angleterre arrivait à produire davantage d'avions de chasse que les Allemands pendant l'été 40. Mais c'est au niveau des pilotes. Les Anglais étaient à court de pilotes, et là, ça a été une situation dramatique. Oui, d'ailleurs, on a calculé qu'un pilote avait une espérance de vie de 85 heures. Après 85 heures, c'est ça. Il y avait donc un problème très grave. Et c'est là que l'Angleterre a payé, si vous voulez, son état d'impréparation, parce qu'il manquait des pilotes. Mais vous m'avez mentionné un deuxième point. Oui, c'est les radars. Les radars. Bon. D'ailleurs, les radars, c'est intéressant, on n'appelait pas ça radar à l'époque, on appelait ça, je crois, détection radiologique. Radar est une expression américaine qui a commencé en 1943. Mais les Allemands ont fini par comprendre qu'il devait se passer quelque chose, parce que chaque fois qu'ils allaient en direction de l'Angleterre dans un raid, etc., ils étaient toujours interceptés, ils étaient toujours entourés de Spitfire. Et alors ils ont changé de tactique le 24 août à peu près, donc c'est en pleine bataille d'Angleterre, parce qu'elle se poursuit certainement jusqu'à la fin du mois d'août. Et alors ils arrivent à feindre une attaque, ce qui a trompé les radars anglais, qui faisaient décoller des escadres anglaises, et quand elles arrivaient sur les côtes anglaises ou au-dessus de la Manche, il n'y avait plus personne. Et comment ils feignaient? Eh bien, ils feignaient, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller directement en direction des côtes anglaises, ils montaient ou descendaient le long de la Manche. Et tout à coup, bifurquaient en direction de l'Angleterre, mais reprenaient leur mouvement, si vous voulez, nord-sud ou sud-nord. Voilà. Ce qui fait que sur les radars, on voyait une attaque allemande qui se préparait. Et on faisait décoller l'escadre anglaise. Bon, ben alors, si les Spitfire n'étaient pas supérieurs, et si les Allemands ont pu contourner les radars, comment les Anglais ont gagné la bataille d'Angleterre? Ils ont gagné la bataille d'Angleterre parce qu'il faut le reconnaître, les Allemands se battaient dans des conditions beaucoup plus difficiles que les Anglais. Il ne faut pas oublier que l'autonomie d'un avion de chasse, par exemple, c'est environ 1 heure, 1 heure et demie. Donc l'Allemand, même s'il avait décollé du nord de la France, il avait au moins une demi-heure à 40 minutes pour rentrer. Donc quand il arrivait en Angleterre, et ça les Anglais l'avaient compris, c'est pour ça par exemple que les Anglais n'interceptaient pas les avions allemands au-dessus de la Manche. Il fallait les faire venir le plus loin possible pour que justement leur autonomie soit réduite. Donc l'Allemand avait 1 minute 30 à 2 minutes de combat aérien. Et c'est pour ça par exemple que vu d'en bas, c'est très intéressant parce que les Anglais ont assisté à la bataille d'Angleterre, c'est incroyable, dans un fauteuil. Ils voyaient ça au-dessus de Londres, ils voyaient ça dans le Kent.